Comme des musiciens, nous réécrivons notre partition pour mieux résonner dans la vie des femmes. Nous perfectionnons nos produits, comme nous ajustons nos accords. Nous orchestrons nos projets, en alliant les compétences et les talents de chacun pour jouer à l'unisson la symphonie de la vie. Tout est pensé et repensé continuellement pour être en harmonie. En harmonie avec les attentes et les besoins de nos patientes. En harmonie avec les attentes des professionnels. Et en harmonie avec notre temps et les attentes sociétales. Cette agilité, nous la cultivons pour elles, pour eux et pour nous. Pour pouvoir se réinventer chaque jour et anticiper ensemble les changements de demain. Gédéon Richter, se réinventer pour construire ensemble. Bonjour à tous, je suis Elisangela Arbeau et je suis ravie d'être avec vous pour cette 4e et dernière e-conférence de notre journée Focus Femmes et Fertilité. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de groupes de travail fusion. Ce sont des groupes de travail qui se sont réunis et avec nous, nous avons travaillé beaucoup travaillé sur des sujets intéressants pour lesquels on se pose encore des questions aujourd'hui. Le but étant de faire une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse quand cela était possible. C'est la 2e édition du groupe Fusion et cette année, nous avons eu 4 différents groupes de travail. Nous avons travaillé avec Céline Solignac et Pierre-Marie Alonso de l'équipe médicale de Gédéon Richter. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter les résultats de ces 4 groupes. Ça aurait été mieux de le faire en présentiel, mais comme vous savez, les circonstances ne le permettent pas. J'espère que l'année prochaine, pour la 3e édition du projet Fusion, nous allons pouvoir nous rencontrer physiquement pour partager avec vous ces merveilleux résultats. Sans trop tarder, je passe la parole au premier modérateur, Thomas Fréour, qui est biologiste au CHU de Nantes, pour présenter la première méta-analyse qui a été faite. Thomas. Merci Elisangela, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je représente aujourd'hui le groupe Fusion qui est constitué de 5 éminents spécialistes. Donc Astrid de Bantel qui va faire la présentation aujourd'hui, Véronica Martin, Vanessa Gallo et Marina Colombani, auquel il faut évidemment ajouter la participation d'Elisangela et le groupe de Monitoring Force. Donc le travail sur lequel nous avons travaillé, en fait, il est basé sur une question qui est assez basique et qui concerne tout le monde dans la pratique quotidienne. Et cette question, c'est la suivante, c'est dans quelle mesure l'ICSI, donc la technique de l'ICSI, fournit-elle un bénéfice au couple dans les cas d'infertilité inexpliquée, dans les cas où il n'existe pas d'infertilité masculine. Et il est bien évident que l'ICSI, son utilisation, elle est nécessaire dès lors qu'il y a une infertilité masculine, mais dans tous les autres cas, est-ce qu'elle apporte un bénéfice par rapport à la technique de FIV conventionnelle? C'est une question qu'on se pose régulièrement au quotidien au laboratoire et les cliniciens aussi dans l'analyse des tentatives. Et donc notre objectif, l'objectif de notre travail, ça a été de synthétiser la littérature disponible sur ce sujet. Et donc je passe la parole à Astrid de Bantel qui va vous présenter nos résultats. Bonjour à tous. Alors, je prépare juste le topo. Alors, je suis heureuse de vous partager donc, notre projet Fusion 2, auquel j'ai eu beaucoup de plaisir à participer. Donc, il concerne, comme Thomas a dit, la FIV versus l'ICSI en cas d'infertilité d'origine non masculine.
Alors, comme vous le savez tous, certainement, l'ICSI ou l'injection de spermatozoïdes dans le cytoplasme de l'ovocyte, ça a été introduit dans les années 90. Ça a été une vraie révolution dans le traitement des couples qui présentaient une infertilité masculine et qui auparavant était limitée à la FIV classique qui évidemment ne marchait très peu ou pas du tout dans la plupart des cas d'infertilité masculine. Depuis 1992, en revanche, il y a une augmentation de l'utilisation de l'ICSI qui s'est étendue à des indications beaucoup plus larges que l'infertilité masculine, sans notion d'échec de fécondation non plus. Par exemple, dans le cas des mauvaises répondeuses ou dans des cas d'infertilité inexpliquée avec des longues durées d'infertilité. Alors, on s'est forcément posé la question si l'ICSI était mieux que la FIV dans des cas d'infertilité d'origine non masculine. Est-ce que cette augmentation de l'utilisation de l'ICSI était justifiée pour d'autres indications? Et on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses études qui avaient été faites, alors surtout observationnelles, qui comparaient des taux de naissance entre la FIV et l'ICSI, sauf que les résultats n'étaient pas toujours concordants et que les études étaient assez hétérogènes avec beaucoup de limites. On a donc voulu voir s'il y avait une différence en termes de taux de naissance entre la FIV et l'ICSI qui pouvait justifier cette augmentation de l'ICSI dans l'infertilité d'origine non masculine. Et c'est là, du coup, qu'on a décidé de faire une méta-analyse. On a donc réalisé cette méta-analyse en comparant les taux d'accouchement entre la FIV et l'ICSI en cas d'infertilité non masculine. On a donc lancé une recherche sur les bases de données, principalement PubMed, Embase, Cochrane, en recherchant des articles en anglais et français. Donc, entre janvier 2004 et mars 2020, on a sélectionné uniquement les articles qui publiaient des taux de naissance et en cas d'infertilité d'origine non masculine. Il fallait qu'il y ait l'indication. Les études ont été sélectionnées par 2 reviewers indépendamment, donc sur titre et abstract. Toutes les données ont été extraites par 2 reviewers de nouveau et l'évaluation de la qualité a été réalisée selon Cochrane et Newcastle Iowa Scales. Tous les articles sans données quantitatives sur les taux de naissance ont été exclus. Donc, on a regardé le critère principal, taux de naissance par cycle et ou par transfert. Nos critères secondaires, c'était les taux de grossesse, les taux de fécondation et les proportions de cycles avec échec total de fécondation. Malheureusement, pour des raisons de temps, je ne vais pas pouvoir vous présenter les critères secondaires. Donc, l'extraction des bases de données sur nos mots-clés a identifié 1700 articles après élimination des doublons. 61 parmi eux ont été sélectionnés, donc après cette première extraction, selon leur titre et abstract. Et au total, après analyse des 21 articles ont été retenus. La majorité sélectionnée concernait des études observationnelles et un article concernait une étude randomisée. Il y avait une grande variabilité entre le nombre de cycles étudiés dans chaque article et ça allait de 60 à 600 000 cycles selon les études. Donc, après analyse des 17 articles qui concernaient le taux de naissance par cycle entre FIV et ICSI en cas d'infertilité d'origine non masculine, on a donc retrouvé une augmentation légère mais significative de la probabilité de naissance par cycle en faveur de la FIV. Malheureusement, on a vu qu'il y avait une grande hétérogénéité à 97% également. L'analyse des taux de naissance par transfert, cette fois-ci, a également retrouvé une très légère augmentation de la probabilité de naissance en faveur de la FIV en cas d'infertilité non masculine. Voilà. Et avec malheureusement également une hétérogénéité qui restait était un petit peu moins faible, un peu plus faible, pardon, mais elle restait à 37%. Alors, en regardant d'un peu plus près l'hétérogénéité, puisqu'elle était élevée, on voyait qu'elle n'était ni liée au poids ni à l'année de publication. Elle n'était pas non plus modifiée après exclusion des outliers. Et l'exclusion des études qui étaient étiquetées à haut risque de biais a donné les mêmes conclusions et n'a pas fait baisser l'hétérogénéité qui restait à 57%.
Finalement, une analyse post-hoc a mis en évidence une étude en particulier qui était responsable d'une grande partie de l'hétérogénéité, et son exclusion avec les outliers a quasiment fait disparaître l'hétérogénéité. Nous avons également fait une étude de sous-groupe chez les mauvaises répondeuses et avons constaté aucune différence entre les taux de naissance par cycle entre la FIV et l'ICSI dans l'indication d'origine non masculine. Ceci concernait 5 études d'environ 30 000 cycles de FIV et l'ICSI. Pour prendre en compte l'âge, donc qui était évidemment un risque de biais très important parmi nos études, on a réalisé également une méta-régression qui n'a pas mis en évidence d'association entre l'âge de la femme et le log du risque ratio pour le taux de naissance par cycle et également pour le taux de naissance par transfert. Au total, après méta-analyse, nous avons constaté aucun bénéfice à réaliser l'ICSI dans le cas sans indication masculine. Les taux de naissance par cycle et par transfert ne sont pas supérieurs en ICSI et sont même légèrement en faveur de la FIV, y compris chez les mauvaises répondeuses. Et même si j'en ai pas parlé, les taux de fécondation, certes, sont plus élevés en ICSI, mais il n'y a pas moins d'échec total de fécondation en FIV qu'en ICSI. Notre méta-analyse vient compléter d'autres méta-analyses plus ou moins anciennes. Celle de 2003, mise à jour en 2011, concernait uniquement des taux de grossesse et n'a inclus l'unique RCT, donc qu'un article a été analysé. Aucune différence entre les taux de grossesse entre FIV et ICSI n'a été constatée. Une méta-analyse très récente de 2020 a regardé comme nous le critère principal de taux de naissance. En revanche, seulement 4 articles dans cette méta-analyse ont été inclus pour ce critère, alors que nous, on en avait 21 dans notre méta-analyse. Dans cette même méta-analyse, il n'y avait pas de date limite des articles inclus et il n'y avait pas d'analyse de la sensibilité. Donc la méthode était quand même très légère. Leur conclusion tout de même était qu'il n'y avait aucune différence entre les probabilités de naissance après FIV versus ICSI. Notre présente méta-analyse a choisi donc un critère principal robuste, donc le taux de naissance, et concerne donc les 15 dernières années. Donc il n'y a pas d'article trop ancien où les techniques de labo auraient été peut-être pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis nous avons évidemment pris en compte une analyse de la sensibilité. Voilà. Alors on peut se poser la question de pourquoi l'utilisation de l'ICSI est si importante aujourd'hui en dehors des indications masculines. Jusqu'à ce jour, aucun bénéfice n'a été montré à utiliser l'ICSI par rapport à la FIV dans d'autres indications que l'indication masculine. Les dernières recommandations de la SRM de 2020 ne préconisent pas d'utiliser l'ICSI en dehors des indications masculines ou après échec de fécondation. C'est une technique qui demande beaucoup plus de manipulation de gamètes que la FIV et ne doit être utilisée uniquement selon les indications recommandées. De plus, cette technique coûte très cher et dans les pays autres que les nôtres, évidemment, que le nôtre, c'est les couples qui payent. C'est encore plus important de les informer sur leurs chances de réussite selon la technique employée et selon l'indication. Alors, notre méta-analyse a comme limite principale l'hétérogénéité entre les études. C'est surtout lié au fait qu'elles sont à prédominance observationnelle et qu'il y a seulement une RCT. De plus, dans les études rétrospectives, il y a le biais de pouvoir avoir plusieurs tentatives pour un même couple. En revanche, on a pris en compte donc les taux de naissance par cycle qui prennent en compte les annulations pour échec de fécondation pour vraiment prendre ce risque de biais en compte. Donc, en conclusion, donc à notre connaissance, ceci est la plus grande méta-analyse concernant les taux de naissance entre FIV et ICSI dans la fertilité d'indication non masculine. Et malgré l'hétérogénéité, les conclusions sont les mêmes. L'ICSI n'apporte pas d'avantage à la FIV dans la fertilité d'origine non masculine. Seulement la FIV doit être employée en dehors de toute indication d'infertilité masculine. Merci pour votre attention et merci à Gédéon Richter pour ce beau projet. Merci beaucoup Astrid. On repasse la parole à Isangela et on prendra les questions qui ont déjà commencé, qui arrivent déjà. On prendra les questions en fin de programme.
Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Astrid. Une belle conclusion, donc beaucoup de travail parce que j'ai eu l'honneur de travailler en direct avec vous, beaucoup de travail pour une conclusion qui est un peu sans appel, pas de bénéfice additionnel de l'ICSI en cas d'infertilité non masculine. On va donc passer tout de suite au deuxième groupe de travail et je passe la parole à Talana Ori du CHU de Montpellier qui va vous présenter son groupe et la question qu'ils se sont posées. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir introduire cette session et les résultats de notre groupe de travail qui vont vous être présentés par Noémie Ralizavlevic. Donc un chouette groupe de travail composé de Stéphanie Berland, d'Isabelle Cédrin, de Marie Montagu, bien aussi nous aussi, donc groupe Fusion avec Pierre-Marie et puis également donc le groupe de monitoring Force. Alors nous, notre sujet a consisté à s'intéresser non pas au monitorage de la progestérone en phase folliculaire pour lequel il y a déjà de nombreuses études qui ont été publiées, de nombreuses méta-analyses et pour lesquelles on va dire que les bénéfices pour les patients sont plutôt modérés. Mais au monitorage de la progestérone en phase lutéale pour lequel on a établi une corrélation donc entre des taux plutôt bas et des taux de progestérone bas et des taux de grossesse bas en phase lutéale dans l'ordre de 30% des cas. Donc en fait, je vais laisser Noémie présenter ces résultats et les bénéfices pour les patients. Bonjour à tous, merci Tal pour cette introduction. Donc effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter le résultat de cette revue systématique de la littérature et de cette méta-analyse qui s'est intéressée à l'impact et au lien de la progestéronémie mesurée en phase lutéale et au taux de grossesse évolutive et au taux de naissance vivante. La progestéronémie, la progestérone est un élément clé dans la phase lutéale, du fait du rôle qu'elle joue dans l'implantation, à la fois du fait de la différenciation endométriale, mais aussi du rôle sur l'immunomodulation et la myorelaxation localement. Et plusieurs auteurs, sur les dernières années, ont rapporté dans leurs études des taux de grossesse et des taux de naissance vivante qui allaient être diminués, qui étaient diminués en cas de progestéronémie au cours de la phase lutéale qui serait trop basse. Et ça nous a amené à nous poser la question, finalement, est-ce que ça serait un élément intéressant à monitorer ? Faut-il surveiller la progestéronémie de la phase lutéale chez toutes nos patientes ? Et comment s'y prendre ? Pour bien comprendre les résultats de cette méta-analyse que je vais vous présenter maintenant, je pense qu'il faut bien avoir identifié les différents scénarios qui existent en assistance médicale de la reproduction en fonction de la présence ou non d'un corps jaune, puisque cette progestéronémie va être le reflet à la fois de la progestérone exogène qui est apportée par le support de la phase lutéale, qui est ici illustré avec la courbe violette, mais aussi en cas de présence de corps jaune, le reflet de la sécrétion endogène de progestérone. Et cette sécrétion par le corps jaune est une sécrétion qui est très variable au cours de la journée. Et il va falloir pouvoir prendre en compte cet élément dans l'interprétation de nos données. Pour ce qui est de la méthode de cette méta-analyse, nous avons réalisé une recherche extensive de la littérature depuis les années 90 jusqu'à 2019 inclus. Nous avons couvert toute l'année 2019 avec la recherche et nous nous sommes intéressés aux articles qui rapportaient à la fois un taux sérique de progestérone au cours de la phase lutéale et un outcome de grossesse, notamment la grossesse évolutive à 12 semaines et le taux de naissance vivante. Et cette méta-analyse a été réalisée, cette recherche a été réalisée sur les bases habituelles de recherche. Et nous avons, après avoir enlevé les duplicats, retrouvé plus de 2300 articles qui ont été screenés sur Abstract par 2 auteurs différents indépendants. Et nous avons retenu 205 articles pour relecture qui ont été lus en intégralité et 20 d'entre eux ont été retenus pour cette méta-analyse et l'extraction des données a été réalisée par 2 auteurs indépendants systématiquement. Pour ce qui est de la présentation des résultats, je vais maintenant vous présenter les résultats de manière séparée pour ces 3 situations cliniques dont je vous ai parlé. La situation clinique la plus simple à comprendre et à interpréter est celle du cycle artificiel, où il n'y a pas de corps jaune et où la simple progestéronémie qu'on observe est le reflet
de la pharmacocinétique du médicament qu'on va utiliser, de la progestérone qu'on va utiliser, en fonction de la voie d'administration et de la galénique. Et on a ici représenté sur ce schéma une progestéronémie telle que celle qu'on observe en cas d'utilisation de progestérone vaginale, qui rapidement va atteindre un plateau. Mais on a aussi de la progestérone, notamment dans les pays des États-Unis, un peu moins, c'est vrai, en Europe, l'utilisation de progestérone injectable qui va s'associer à des pics, surtout au début de l'utilisation, et à une sécrétion qui est un peu moins, une progestéronémie qui va être un peu moins stable dans le temps. Donc ici, je vous présente les résultats de cette méta-analyse concernant, tout d'abord dans la partie du haut, le taux de grossesse évolutive. Et on a analysé en sous-groupe, en fonction de la voie de la progestérone utilisée. Donc ici, la progestérone vaginale, puis la progestérone injectable, ces chances de grossesse en fonction de la progestéronémie. Et on observe un odds ratio qui montre une diminution des taux de grossesse de manière significative, avec un odds ratio à 0,63 de ces taux de grossesse en cas de progestéronémie basse vis-à-vis d'un seuil que se sont fixés les auteurs de ces papiers. De même, quand on observe le taux de naissance vivante, on observe un taux de naissance diminué, avec ici un odds ratio à 0,61, de manière significative, quand on a une progestéronémie basse vis-à-vis du seuil fixé par les auteurs. Il est intéressant de noter que dans le groupe où on observe, où on a étudié dans la progestéronémie vaginale le taux de grossesse évolutive, on a une hétérogénéité qui est très faible, et on a vraiment toutes les études qui vont aller dans le même sens pour ces résultats. Ce sont des études qui sont essentiellement des études rétrospectives, à part l'étude de Labartha 2017, mais ce sont des études qui vont avoir des résultats qui sont assez homogènes. Pour la progestérone, pour l'utilisation de la progestérone en cycle artificiel, il est intéressant de noter que ces papiers se sont aussi intéressés au taux de fausses couches au premier trimestre. Et en cas de progestéronémie basse vis-à-vis du seuil optimal fixé par les auteurs, on a un risque augmenté, un odds ratio augmenté, un risque relatif augmenté de fausses couches au premier trimestre, avec un risque relatif à 1,62 de manière significative, avec une hétérogénéité un peu plus importante ici dans les différentes études. Donc ça, c'était les résultats qui étaient présentés pour le groupe, la situation clinique où je suis en cycle artificiel, où la seule progestéronémie que j'observe, c'est celle qui est le reflet de mon apport exogène. Il y a deux autres situations cliniques dont je vous parlais tout à l'heure, celle où on est avec la présence d'un corps jaune ou de plusieurs corps jaunes. La situation clinique qui correspond à celle d'un cycle naturel ou d'un cycle faiblement stimulé pour une induction ou une insémination, par exemple, avec un ou plusieurs corps jaunes, est une situation donc différente de celle du cycle artificiel, parce qu'ici, le corps jaune va ajouter une sécrétion endogène de progestérone et va du coup perturber l'analyse des résultats, puisque la sécrétion endogène de progestérone est une sécrétion qui est donc pulsatile et qui va rendre difficile l'interprétation des résultats. Malheureusement, la méta-analyse sur cette catégorie d'études n'a pas pu être réalisée, car nous avions uniquement 2 études qui répondaient aux critères d'inclusion, et nous n'avons pas réalisé de méta-analyse sur cette situation clinique. Par contre, nous avons pu réaliser la méta-analyse sur la situation clinique de l'hyperstimulation ovarienne contrôlée, dans le cadre de la FIV, où nous allons avoir plusieurs corps jaunes. Donc ces corps jaunes vont contribuer à la sécrétion endogène de progestérone, qui donc est toujours pulsatile, et qui va s'ajouter du coup au support de la phase lutéale, qui est indispensable du fait de l'insuffisance lutéale qui va être induite par ces taux de stéroïdes importants, et donc du gap qui va exister de la progestérone endogène avant que la grossesse puisse prendre le relais, d'où l'intérêt de ce support par voie exogène de progestérone. Et là, encore une fois, les taux de progestéronémie qu'on va pouvoir analyser vont être difficiles à interpréter du fait de cette sécrétion pulsatile. Toutefois, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à la question, et cette fois-ci, ils n'ont pas fixé des seuils de progestéronémie optimale, puisque, comme je vous disais, cette variation est très importante, notamment au cours de la journée, mais ils ont analysé
des différences de moyenne de progestéronémie au cours de la phase lutéale dans les groupes avec ou sans grossesse, avec ou sans naissance vivante. Et donc ici, je vous présente donc des différences de moyenne. Tout d'abord, en termes dans le groupe qui s'intéresse à l'outcome de la grossesse évolutive, et on voit qu'effectivement, les patientes qui ont une grossesse, qui n'ont pas de grossesse évolutive, ont volontiers une progestérone moyenne au cours de la phase lutéale qui est plus basse que celle dans le groupe avec une grossesse évolutive, de manière significative, avec ici une différence de moyenne à 68,8 nanogrammes par millilitre. Et pour ce qui est de la naissance, des naissances vivantes, on a également une différence significative avec des taux de progestéronémie qui vont être plus basses dans le groupe où il n'y a pas de naissance vivante. Ici, les études étaient un peu plus discordantes et l'hétérogénéité était assez importante, avec une hétérogénéité notamment très importante à 100% dans l'analyse pour les taux de naissance vivante. Donc finalement, quels sont les messages à retenir de cette étude ? Tout d'abord, il faut bien prendre en compte que la progestéronémie, pour pouvoir l'interpréter, et c'est vraiment un des messages clés, c'est qu'on ne peut pas interpréter une progestéronémie si on n'a pas bien défini dans quelle situation clinique on est, et qu'il faut bien différencier, et c'est ce que nous avons fait dans cette méta-analyse, bien différencier les cycles, notamment artificiels, des cycles avec corps jaune. Dans l'étude que nous avons fait sur les cycles artificiels, dans cette méta-analyse, nous avons une hétérogénéité qui est assez faible, notamment pour les articles qui concernent le sous-groupe de la progestérone vaginale, malgré le fait qu'il s'agit d'études rétrospectives qui peuvent contenir des biais dans leur analyse. Nous avons des études qui sont concordantes sur le message, c'est-à-dire qu'effectivement, une progestéronémie qui est basse en cas de cycle artificiel va s'associer à des chances diminuées des taux diminués de grossesse évolutive et de naissance vivante. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que selon les seuils définis par les auteurs, 30 à 50% des patientes vont être concernées par cette insuffisance en progestérone au cours du cycle artificiel et que du coup, ça touche une grande partie de nos patientes pour qui on pourra probablement individualiser l'adaptation de ce support de la phase lutéale dans ce cycle artificiel et que la définition d'un seuil optimal va être intéressante, tout en prenant bien en compte la pharmacocinétique du médicament qu'on utilise, que ce soit la voie d'administration ou le moment où on va doser cette progestéronémie. Et c'est vrai que les différents papiers s'accordent à définir un seuil optimal qui, notamment dans l'utilisation de progestérone vaginale, qui est celle qu'on utilise le plus en Europe, ce seuil se situe entre 9 et 15 nanogrammes par millilitre. Pour ce qui est de la méta-analyse qui a été réalisée dans le cadre de cycles avec corps jaune, il faut analyser nos résultats avec beaucoup plus de précautions. On a effectivement une tendance où on voit des taux de grossesse et des meilleurs taux de grossesse et des meilleurs taux de naissance vivante dans les groupes avec des progestéronémies qui sont plus élevés, mais la sécrétion pulsatile de la progestérone au cours de la journée doit être prise en compte et doit faire pondérer ces résultats. Toutefois, ça encourage à nous ajuster notre support de la phase lutéale et à probablement l'individualiser, notamment en fonction du type de déclenchement de l'ovulation qu'on utilise. En tout cas, ce sont des voies très intéressantes pour l'adaptation future de nos supports de la phase lutéale, non seulement en fonction du type de support de phase lutéale, mais aussi en fonction de ce monitorage de la progestérone lutéale qu'on va pouvoir réaliser. Je vous remercie. Et je remercie le groupe Fusion, du coup, et tous l'ensemble des participants à ce groupe pour ce beau travail qu'on a réalisé ensemble. Cette présentation, j'espère que ça éclaircira un peu tout le monde, cet état des lieux. Et on a eu aussi la grande chance d'avoir, j'espère qu'elle nous entend, Isabelle Cédrin, qui était omniprésente et qui nous a énormément aidés, quoi. Merci Noémie, merci Tal. Là, pareil, il y a un message qui est très important et qui donne de pistes de réflexion pour la prise en charge des patientes ANP, qui est de se préoccuper du taux de progestérone en phase lutéale. Je passe la parole à Pietro Santulli, qui a donc coordonné le 3e groupe Fusion et qui s'est intéressé au déclenchement de l'ovulation.
Pietro, c'est à toi. Bonjour Elisangela, bonjour tout le monde. Je voulais d'abord remercier les laboratoires Gédéon pour deux petites merveilles. La première, c'est d'organiser ces beaux moments d'échange entre collègues malgré la période difficile que nous vivons actuellement. Et puis, le deuxième remerciement, c'est pour Gédéon et en particulier Elisangela pour la création de ce magnifique groupe Fusion qui nous permet de se maintenir voilà, très actif intellectuellement. Alors, je vais vous présenter en quelques mots notre groupe. Alors, c'est un tout petit groupe avec deux grands atouts. Un des grands atouts, c'est Monitoring Force, avec Bernadette et Solène qui nous ont énormément aidés, mais cela a déjà été dit par mes collègues avant. Et puis, Céline Solignac des laboratoires Gédéon nous a énormément aidé et a pallié à la taille de notre groupe qui était formé par Mathilde Bourdon, Khaled Pokaté, Maëlys Peigné et moi-même. On s'est posé une question simple qui était de savoir si dans les protocoles antagonistes, le déclenchement de l'ovulation avec un agoniste était globalement semblable à celui qui est fait classiquement avec l'Ovitrel, l'HCG. Pour ne pas perdre de temps, je vais lancer directement le diaporama. J'espère que vous pouvez bien le visualiser. Alors, pas grand-chose d'intéressant en matière de conflit d'intérêts. Et comme vous le savez tous, l'objectif des protocoles de stimulation ovarienne contrôlée est d'obtenir des ovocytes matures qu'on peut utiliser après en FIV-Inixi. Et cette étape finale de maturation, donc le déclenchement de l'ovulation, est l'étape essentielle de ces protocoles de fécondation in vitro. Alors, dans un cycle naturel, l'augmentation des taux d'estradiol du follicule dominant est associée aussi à une petite augmentation de la progestérone, et cela entraîne la libération du fameux pic des lâches qui est très polymorphe dans de la durée que de l'amplitude, mais qui serait également associé de la physiologie à un petit pic de FSH qui permet d'entraîner la maturation finale des ovocytes. En FIV, on est des imitateurs de la physiologie, on essaie de faire pareil, et globalement, on a deux options. Une option classique qui est l'HCG et l'autre qui est l'agoniste de la GnRH. Alors, quand on regarde ces deux options, le gold standard est clairement le déclenchement à l'HCG, car l'HCG, en raison de son homologie avec la LH, se fixe sur le même récepteur, le récepteur LHCGR. Cependant, les effets sont très différents, d'une part parce que l'affinité du récepteur n'est pas la même, et puis les voies de transduction du signal ne sont pas les mêmes. L'HCG qui active plutôt la voie de l'AMP cyclique, les LH c'est plutôt la voie de la phospholipase. Et même si le downstream final est quand même la voie des MAP kinases. Et alors, le résultat de tout ça, c'est que l'HCG a une demi-vie plus longue, associé donc peut-être un effet lutérotrope plus important, qui pourrait se traduire avec plusieurs inconvénients, le risque d'hyperstime, et puis peut-être un impact négatif, cela a été évoqué à plusieurs reprises, sur la réceptivité de l'endomètre, également la qualité des ovocytes. L'alternative qui était proposée, c'est l'agoniste de la GnRH. Cela permettrait par un effet de flare-up la sécrétion non seulement de la LH endogène, mais également peut-être d'un petit pic d'FSH, donc se rapprochant plus de la physiologie. Et cela a été clairement associé à plusieurs reprises par un profil de sécurité plus important, notamment avec une diminution du risque d'hyperstimulation ovarienne. Alors c'est certain à l'heure actuelle qu'il existe une augmentation du risque d'hyperstime quand on déclenche à l'HCG. Par contre, il y a des points qui restent très controversés à l'heure actuelle quand on compare ces deux modes de déclenchement. Est-ce que le déclenchement à l'agoniste est associé à un nombre plus important d'ovocytes matures récoltés? Certaines disent oui, certaines disent non. Et par ailleurs, il y a également une autre controverse qui est sur les taux de naissance vivante après déclenchement à l'HCG et à l'agoniste, avec notamment une dernière méta-analyse de la Cochrane publiée en 2014, qui est en faveur d'une diminution des chances de naissance vivante quand on déclenche à l'agoniste. Alors l'objectif de l'étude était d'évaluer si le déclenchement à l'agoniste
améliore la maturation des ovocytes, les résultats cliniques par rapport à un déclenchement à l'HCG dans des protocoles de FIVIXI antagonistes, 100% antagonistes. Alors, ce qui concerne le matériel et les méthodes, c'est Monitoring Force qui était garant de cette partie dure du travail. Et c'est une revue systématique à méta-analyse avec une belle période d'études qui va de 90 à 2020, donc une grande période. On a inclus, pour être méthodologiquement le plus précis possible, seulement et uniquement des essais cliniques contrôlés randomisés. 2 critères de jugement principaux, un nombre total d'ovocytes récupérés et puis un nombre d'ovocytes matures, et puis des critères de jugement secondaires, les taux de grossesse clinique, les taux de fausse couche et le risque d'hyperstimulation variée. Alors, d'un point de vue méthodo, encore une fois, c'est assez robuste, avec 2 examinateurs et puis le respect de tous l'évaluation des biais, l'extraction des données selon les méthodologies de la Cochrane. En ce qui concerne les résultats, on a étudié, screené 523 études publiées, et pour une exigence d'exhaustivité totale, nous avons également étudié 212 abstracts d'articles non publiés. Cela nous a permis d'inclure dans la méta-analyse 28 études randomisées, contrôlées, publiées, et puis une étude non publiée. Le premier outcome, c'est le nombre total d'ovocytes récupérés. Quand on compare le nombre total d'ovocytes récupérés, déclenchement à l'HCG versus déclenchement à l'agoniste, il y a une différence significative en faveur du déclenchement à l'agoniste. Le déclenchement à l'agoniste permet d'obtenir significativement plus d'ovocytes par rapport à la déclenchement à l'HCG. Et puis quand on regarde le nombre d'ovocytes matures, même message, le déclenchement à l'agoniste permet d'obtenir significativement plus d'ovocytes matures par rapport au déclenchement à l'HCG. Ensuite, il y a des critères de jugement secondaires, taux de naissance vivante, pas de différence entre les 2 modes de déclenchement, bien que le nombre d'études inclus soit plutôt faible, que de 6. Taux de grossesse clinique, on a un grand nombre d'études, le message est le même, pas de différence entre le déclenchement à l'HCG et le déclenchement à l'agoniste. Il s'agit évidemment que de transferts frais dans toutes ces études. Et puis, pas de différence en matière de fausse couche précoce. Alors, on a étudié également le risque d'hyperstimulation varienne. C'est quelque chose qui est connu, mais c'est impressionnant. Déclenchement à l'agoniste, c'est une diminution drastique du risque d'hyperstimulation par rapport au déclenchement à l'HCG. Nous avons étudié un sous-groupe qui nous paraissait particulièrement intéressant, qui était le sous-groupe du double déclenchement agoniste plus HCG versus HCG seul. Le double déclenchement est lui aussi associé à plus d'ovocytes récoltés, plus d'ovocytes matures récoltés, et pas de différence en matière de fausse couche. Par contre, potentiellement, plus de naissances vivantes dans ce sous-groupe, mais malheureusement, il y a très peu d'études, donc c'est quelque chose qui reste encore un peu bancal. Pour conclure et pas prendre trop de temps, parce qu'il y a encore du travail pour les autres groupes, le nombre moyen d'ovocytes récupérés et d'ovocytes matures était significativement plus élevé après déclenchement à l'agoniste qu'après déclenchement avec l'HCG. Pas de différence en matière de grossesse clinique ou de naissance qui était mis en évidence dans cette méta-analyse. Et puis, le déclenchement à l'agoniste était associé à une incidence plus faible du risque d'hyperstimulation varienne. Et ces résultats étant très rassurants en matière du déclenchement à l'agoniste, voire plutôt en faveur de ce dernier, on se pose la question si il ne faudrait pas utiliser ce mode de déclenchement en systématique, car plus grand nombre d'ovocytes, des résultats comparables en matière de naissance vivante et moins de risque d'hyperstimulation varienne. Je remercie à nouveau Monitoring Force, Céline, et puis les 4 ouvriers du groupe. Petit groupe, petit pour la taille, mais pas pour le message. Merci beaucoup pour votre attention, et je redonne la parole à Elisangela.
Merci Pietro. Encore pour un troisième groupe, un troisième message très fort. Donc, l'utilisation du déclenchement par agoniste de la GnRH qui montre de bons résultats cliniques, voire avec un avantage par rapport au nombre d'ovocytes, avec en plus une amélioration du profil de tolérance avec moins d'hyperstimulation. Je passe donc la parole à Michael Greenberg qui va présenter les quatrième et dernier groupes fusion de cette deuxième fournée. Comme j'ai dit, on a eu déjà un premier groupe, une première vague en fait il y a 2 ans. La deuxième vague s'achève maintenant et nous préparons déjà la troisième édition. Donc encore de belles revues et de belles méta-analyses en perspective. Michael, c'est à toi pour la quatrième méta-analyse du jour. Merci beaucoup Lisangela. Donc, bon, je ne vais pas être très innovant en remerciant encore Emmanuel Lemont et ses équipes et bien sûr toi, Elisangela, pour nous permettre de continuer à travailler sur des thématiques et d'avancer grâce à Monitoring Force sur des données statistiques sur différents sujets. C'était la deuxième vague, j'avais déjà fait la première, j'espère que, pour la troisième on verra, j'espère que ça ne va pas faire comme le Covid et qu'on s'arrêtera pas nous à 2. Je vais, avant de laisser la parole à Nathalie Sermondade et Nawel Haddad, je vais vous présenter rapidement un petit peu l'objectif du travail. Vous allez avoir Nathalie et Nawel qui vont vous présenter tout ce qu'on a pu faire via le Monitoring Force, mais également dans un groupe qui comprenait Charlotte Sonigo, Maud Pasquier et Héloïse Fraison. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir animer un petit peu ce groupe et de lancer une thématique qui était sur un sujet qui est quand même un peu à la mode, dont vous avez entendu parler au cours des dernières années pas mal, sur le nombre d'ovocytes. Et combien il fallait d'ovocytes un peu en PMA, en FIV. On sait qu'on a eu des tendances à voir qu'il fallait peut-être de plus en plus d'ovocytes, mais est-ce que ça, c'est sans fin? Est-ce que ça, on doit vraiment aller jusqu'à des stimulations hyper fortes pour essayer d'avoir un maximum d'ovocytes, pour donner un maximum de chances? En fait, toutes ces questions qui restaient à base de données relativement éparses et sur des études limitées, on a essayé de les colliger, de faire une méta-analyse et de faire une analyse de la littérature dessus. Et donc, c'est ce que vont vous présenter à la fois Nathalie et Nawel, à qui je laisse la parole. Merci. Merci Michael pour cette introduction. Un grand merci à Gédéon Richter de nous avoir permis de participer à cette étude. Donc, nous, le sujet, un sujet super intéressant, sur le nombre d'ovocytes en FIV, y a-t-il un seuil? Alors, nous savons tous que la stimulation ovarienne contrôlée est la base en fécondation in vitro. Depuis plusieurs années, on tente à maîtriser cette stimulation ovarienne pour avoir un nombre d'ovocytes optimal pour assurer une naissance vivante rapidement sans trop de contraintes pour les patientes. Néanmoins, en fait, on sait qu'un nombre élevé d'ovocytes a des avantages. Nous avons plus de choix pour le transfert frais, et aussi plus de chances d'avoir des embryons congelés à transférer en cas d'échec ou alors pour un deuxième bébé, voire un troisième bébé. Avoir beaucoup d'ovocytes va avoir aussi des inconvénients, notamment le risque d'hyperstimulation ovarienne qui va être majoré à partir de 15-20 ovocytes. Ça peut également impacter la qualité des ovocytes. Alors ça a été controversé par plein d'études récemment. Et ça pourrait aussi diminuer la réceptivité endométriale par le biais d'une hyperostradiolémie qui va provoquer des contractions musculaires. Donc, le nombre idéal d'ovocytes en FIV n'est malheureusement pas consensuel, alors que même qu'il s'agit d'un paramètre quand même clé de la réussite dans la fécondation in vitro. Donc, c'est une question concrète parce que si on savait quel est le nombre d'ovocytes optimal, on pourrait adapter au mieux nos protocoles et ajuster les doses pour avoir une naissance vivante rapidement. C'est aussi une question d'actualité. Plusieurs études sont en cours sur le sujet. On va pratiquer de plus en plus la préservation de la fertilité et du coup, on a besoin de savoir combien d'ovocytes à conserver pour les patientes en fonction de l'âge pour leur assurer une grossesse dans le futur. Donc, c'est quand même un sujet super important. Donc, plusieurs publications récentes avec des effectifs qui sont très importants. Malheureusement,
Malheureusement, ces études sont très hétérogènes. Donc, il y a certaines études qui traitent que les ovocytes recueillis, très peu les ovocytes matures, pas beaucoup d'études sur les ovocytes congelés et beaucoup d'études ne sont pas assez longues pour le taux de naissance cumulé. Et du coup, dans certaines, c'est que des extrapolations. Et les résultats de ces études sont parfois discordants. Donc, nous avons tenté de faire nous avons fait une revue de la littérature avec une méta-analyse pour éclaircir sur le sujet. Donc, l'objectif principal de cette étude était d'évaluer la relation et l'existence d'un effet seuil entre le nombre d'ovocytes et le taux de naissance vivante après transfert embryonnaire frais et le taux cumulé de naissance vivante. Comme objectif secondaire, nous avons tenté d'évaluer l'effet de l'âge, l'impact de l'âge sur cette relation et s'il y avait une influence entre la nature ovocytaire, c'est-à-dire frais ou congelé, sur la relation entre le nombre d'ovocytes et le taux de naissance vivant, ce qui est intéressant notamment dans la préservation de la fertilité. Donc, nous avons recueilli les articles dans les bases PubMed, Embase et Cochrane. Les mots-clés utilisés étaient fécondation in vitro, l'ICSI, la préservation de la fertilité, le nombre d'ovocytes et le taux de naissance vivante. Nous avons retenu tous les articles en anglais ou français seulement entre janvier 2004 et août 2019. Les articles ont été sélectionnés initialement par lecture des titres et des résumés, puis les articles sélectionnés ont été lus en entier par 2 auteurs indépendants. L'échelle utilisée pour évaluer la qualité des études était l'échelle de Newcastle et Ottawa. Les grilles d'extraction ont été complétées par 2 auteurs indépendants et en cas de discordance, un 3e auteur relit l'article pour trancher. Nous avons utilisé un modèle statistique à effet aléatoire de type dose-réponse et différents modèles statistiques ont été utilisés pour vérifier la validité des études. Donc, voilà pour la partie méthodologique de la méta-analyse. Je vais laisser Nathalie vous présenter les résultats de l'étude. Alors, effectivement, voici les résultats de ce travail. Merci, Nawel. Donc, la recherche bibliographique, elle a permis de retrouver 843 articles qui ont été évalués sur titre et résumé. Parmi eux, c'est finalement 64 articles qui ont été évalués en texte entier par binôme. Et finalement, c'est 36 articles qui ont pu être retenus pour l'analyse quantitative. Parmi ces 36 articles, il y en avait 20 qui évaluaient le taux de naissance après transfert frais en fonction du nombre d'ovocytes recueillis. Et il y en avait 21 qui évaluaient le taux de naissance cumulé, cette fois, en fonction du nombre d'ovocytes recueillis. Donc, à noter, malheureusement, il y avait seulement 2 publications et 3 publications qui analysaient respectivement le lien entre le nombre d'ovocytes matures et le taux de naissance ou le taux de naissance cumulé. Et faute d'un nombre suffisant d'articles, il n'a pas été possible de réaliser une méta-analyse sur ce sujet ovocytes matures. Et de même, concernant les ovocytes congelés, il y avait seulement 3 articles qui évaluaient le lien entre le nombre d'ovocytes congelés et le taux de naissance, et aucune méta-analyse n'a pu être réalisée non plus. Donc, on s'est concentré sur les ovocytes frais et recueillis. Alors, concernant les taux de naissance après transfert frais, donc il y a 20 études qui ont été incluses, qui évaluaient donc la relation entre le nombre d'ovocytes recueillis et le taux de naissance après transfert frais, et qui correspondait au total à plus de 1 million de cycles de fécondation in vitro. Parmi ces 20 études, il y en avait 10 qui évaluaient la nature de la relation et la présence d'un effet seuil. Et sur ces 10 études, 7 mettaient en évidence un plateau au-delà d'une moyenne pondérée de 14,4 ovocytes recueillis. Et les 3 autres concluaient soit à l'existence d'un pic, et donc à une augmentation puis une diminution du taux de naissance en frais, soit à une absence de plateau. Donc, sur la figure de gauche, c'est une synthèse des 20 études incluses avec en abscisse le nombre d'ovocytes récupérés et en ordonnée, c'est le log du risque ratio du taux de naissance après transfert frais. Et en fait, sur la partie droite, vous voyez, c'est la courbe dose-réponse poulet qui a pu être tracée à partir des études présentes sur le côté gauche. Il y a différents modèles qui ont été utilisés et finalement, c'est le modèle en une étape avec 7 nœuds qui a permis de tracer la courbe qui était la plus
la plus qualitative. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? Donc, il y a une augmentation linéaire initialement du taux de naissance avec le nombre d'ovocytes recueillis, avec ensuite un infléchissement autour de 10 ovocytes, et on atteint ensuite un plateau au-delà de 15 ovocytes. Ensuite, au-delà de 20-25 ovocytes, vous voyez que la déviance est assez grande puisque les petits pointillés montrent une déviance assez large, ce qui fait qu'il n'est pas possible de véritablement conclure s'il y a une poursuite de ce plateau ou si par contre il y a une diminution du taux de naissance, je le rappelle, après transfert d'embryons frais pour des hauts chiffres de nombre d'ovocytes recueillis. Qu'est-ce qu'il en est pour les taux de naissance cumulés cette fois-ci? Donc, 21 études ont été incluses qui évaluaient donc la relation nombre d'ovocytes recueillis, frais et taux de naissance cumulés, correspondant à un peu plus de 450 000 cycles de fécondation in vitro. Parmi elles, il y en avait 8 qui évaluaient la présence d'un effet seuil et 5 concluaient à l'existence d'un plateau au-delà d'une moyenne pondérée de 22,9 ovocytes recueillis, donc beaucoup plus tardif qu'en frais évidemment, et 3 publications sur 8 ne retrouvaient pas de plateau. Là aussi, sur la partie gauche, donc un résumé, une synthèse des 21 études qui étaient incluses avec les mêmes abscisses et ordonnées que tout à l'heure et qui a permis de tracer une courbe dose-réponse poolée que vous retrouvez sur la partie droite de la diapositive, toujours avec un modèle en une étape avec 7 nœuds. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit une augmentation, là aussi initialement linéaire, du taux de naissance cumulé avec le nombre d'ovocytes recueillis, avec un infléchissement à partir de 10 ovocytes également. Et puis, on atteint un faux plateau au-delà de 15 ovocytes avec soit une augmentation du taux de naissance vivante, mais très légère, soit un véritable plateau au-delà de 20 ovocytes. Mais là aussi, les déviances sont assez importantes, ce qui ne permet pas de conclure de façon complètement formelle. Alors, tous ces modèles ont retrouvé qu'il y avait un effet âge assez important et il y a plusieurs stratégies qui ont été utilisées pour évaluer l'effet âge sur la relation nombre d'ovocytes taux de naissance. Premièrement, une analyse par classe d'âge et pour les articles qui présentaient ce type de données. Et deuxièmement, une métarégression sur les moyennes d'âge par clause d'ovocytes, là aussi pour les articles qui présentaient ce type de données. Et malheureusement, il y avait en réalité très peu d'articles qui étaient utilisables pour ce type d'analyse et peu de patientes de plus de 35 ans avaient un nombre élevé d'ovocytes, évidemment, ce qui fait que finalement, malheureusement, aucune conclusion n'a été possible sur l'évaluation de l'effet de l'âge. Alors, en conclusion, nos résultats donc, suggèrent une relation non linéaire entre le nombre d'ovocytes recueillis et les taux de naissance après transfert à embryon frais et les taux de naissance cumulés. Au-delà de 15 ovocytes, il y a un probable plateau du taux de naissance après transfert d'embryon frais, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une légère diminution également du taux de naissance. Au-delà de 15 ovocytes, on voit une possible discrète augmentation des taux de naissance cumulés cette fois-ci, mais il n'est pas non plus impossible que ça soit plutôt un plateau. Il y a clairement un effet âge, mais il n'a malheureusement pas été formalisable concrètement dans ce travail. Et alors, quelles pourraient être les conséquences pratiques de nos résultats? Alors, premièrement, ces résultats suggèrent qu'un freeze-all serait vraisemblablement à privilégier au-delà de 15-20 ovocytes, puisque les taux de naissance après transfert d'embryon frais plafonnent, voire diminuent. Et les résultats indiquent également qu'il n'y aurait pas d'effet délétère du nombre élevé d'ovocytes obtenus après stimulation ovarienne sur les taux de naissance cumulés. Donc ça, c'est une information importante parce que ça signifie qu'il n'y a pas d'impact de la stimulation ovarienne, même forte sur la qualité ovocytaire, comme ça a pu être suggéré il y a plusieurs années, et puisqu'on ne voit pas de diminution des taux de naissance. Et en revanche, le gain en termes de taux de naissance cumulé pour des chiffres très élevés d'ovocytes ne semble pas majeur non plus, et ce qui suggère qu'il n'y aurait pas forcément énormément d'intérêt à obtenir des chiffres d'ovocytes très élevés, éventuellement très supérieurs à 20-25 ovocytes. Alors, en perspective, il serait très intéressant de pouvoir évaluer l'effet âge parce qu'il est vraisemblable que le gain en termes de naissance vivante par ovocyte va varier selon l'âge féminin. Il serait aussi très intéressant de pouvoir évaluer si on peut extrapoler tous ces résultats aux ovocytes congelés parce qu'effectivement, comme l'avait souligné Nawel en introduction, ça serait une aide très importante à la décision en termes de nombre d'ovocytes cibles, notamment en cas de préservation de la fertilité. Mais il faut garder en tête que les populations sont probablement très différentes entre les dames qui viennent faire une préservation de la fertilité et nos patientes infertiles en FIV.
Et je terminerai en remerciant tous les collègues et amis du groupe Fusion 2 Nombre d'ovocytes, qui a fourni un gros travail dans la bonne humeur, et en remerciant Monitoring Force parce que je pense que c'était un gros challenge statistique et sur un sujet très ambitieux, et elles ont fait un énorme boulot. Et bien sûr, je remercie Gédéon Richter pour la création de ce programme Fusion, et en particulier Céline Solignac qui s'est beaucoup investie dans ce programme et dans notre groupe en particulier. Merci pour d'avoir retranscrit un peu toutes ces informations, ces données sur effectivement une étude qui était particulièrement complexe à mettre en place et sur un modèle statistique complet et difficile à appréhender par nos collègues de Monitoring Force, mais on a essayé de tirer le maximum d'informations. Malheureusement, on reste un peu sur notre faim par rapport à ce qu'on aurait aimé pouvoir trouver, notamment pour l'âge, ce que vous a dit Nathalie. Mais bon, c'est des travaux qui n'auront pas été faits pour rien, et je pense qu'à terme, il y aura d'autres choses à faire à partir de là. Donc, je te rends la parole, Isis Angela. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Michael. Nous avons quelques questions. Nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai une question pour la première présentation, donc celle d'Astrid et Thomas, par rapport à l'utilisation de l'ICSI en cas d'infertilité non masculine. Ma question est, est-ce que vous avez analysé des études qui traitaient spécifiquement des cas d'échec de fécondation antérieure? L'utilisation de l'ICSI, bien sûr, en cas d'échec de fécondation. Alors, je ne sais pas si Astrid veut répondre, mais je peux faire la réponse. La réponse est oui. On a regardé effectivement dans les critères secondaires s'il y avait un intérêt dans les échecs de fécondation antérieure. Et la réponse, ce n'est pas très intuitif. Et c'est surtout pas ce que la majorité des gens font dans la pratique quotidienne. Mais il n'y a pas d'intérêt d'utiliser la technique de l'ICSI quand il y a eu un échec de fécondation antérieure en technique de FIV classique. Encore une fois, la conclusion de notre travail, ça remet vraiment en question la fréquence d'utilisation de l'ICSI dès lors que manifestement le sperme est normal. Il n'y a pas de bénéfice à utiliser l'ICSI. Je laisse Astrid de rebondir sur ce que je viens de dire si elle le souhaite. Oui, c'était la même chose que Thomas vient de dire. Voilà, j'ai retrouvé d'ailleurs les peu d'articles. Alors, les articles ne se focalisent pas que là-dessus. La plupart des articles, c'était vraiment FIV versus ICSI en rétrospectif. Mais en effet, ceux qui ont inclus des antécédents d'échec de fécondation en FIV n'ont pas démontré de différence. Mais parfois même, la FIV était meilleure que l'ICSI. On ne va pas monopoliser la parole, mais c'est juste pour faire réfléchir tout le monde à cette question. En France, c'est plus des 2/3 des cycles qui sont réalisés en ICSI. En Europe, c'est plus de 70%. Et un certain nombre de pays, on atteint quasiment 100%. Et c'est difficile à comprendre parce que la prévalence de l'infertilité masculine, elle est très largement inférieure à ces chiffres-là. Donc, si on se cantonne à la situation française, il y a un excès apparent d'utilisation de l'ICSI. Alors, l'idée, c'est évidemment pas de critiquer les gens qui font ça. C'est juste que nos travaux, ça remet un petit peu en question nos habitudes du quotidien. Voilà. Merci Astrid, merci Thomas. Vraiment, ça fait réfléchir. J'ai une autre question pour l'autre groupe. Je la pose donc à Tal et à Noémie. C'est une question pratique par rapport au dosage de progestérone en phase lutéale. À quel moment exactement le doser? Quel seuil on pourrait utiliser quand on est en FIV en vue d'un transfert frais? Et que devons-on faire si on met en évidence un taux de progestérone qui est bas? C'est une bonne question parce que c'est effectivement un peu la question qu'on se posait sur cette méta-analyse. La problématique qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le cycle frais, c'est que la sécrétion endogène de la progestérone par tous ces corps jaunes, elle est très variable dans le temps, donc c'est difficile à interpréter. Il y a le papier de Thompson de 2018 où ils ont regardé un petit peu chez plusieurs patients d'une étude pilote où ils regardaient en cycle frais. Après le déclenchement de l'ovulation, comment évoluer sur la journée avec plusieurs dosages par jour la progestéronémie. Il montrait effectivement des grandes variations, mais il semblerait que les patientes qui ont une progestéronémie qui est plutôt basse auraient tendance à rester dans cette tranche de progestéronémie basse. Mais encore une fois, l'interprétation du taux de progestérone sur un cycle frais, quand il y a un corps jaune, c'est beaucoup plus difficile à interpréter et à établir des seuils. D'ailleurs, il n'y a pas de seuils qui sont proposés dans la littérature. Pour ce qui est du moment du dosage de la progestérone sur un cycle artificiel,
Il dépend essentiellement du type de progestérone qu'on utilise. Sur la progestérone vaginale, on sait qu'en quelques heures, on va atteindre le plateau. Donc, probablement que si on dose à 24 ou à 48 heures de l'initiation de la progestérone, on est déjà sur ce plateau. Donc, on a une progestéronémie qui va refléter celle qui va être celle de tout le cycle. Il y a certains auteurs qui le font aussi le jour du transfert de l'embryon. Ça laisse moins de temps pour pouvoir adapter l'administration de la progestérone si on le souhaitait, soit en augmentant les doses, soit en utilisant un autre type de progestérone, par exemple la progestérone orale ou injectable. Et il y a des études qui sont soumises et dont on attend la publication avec impatience pour avoir justement plus de résultats sur comment est-ce qu'on peut améliorer cette progestéronémie pour pouvoir améliorer nos chances de grossesse derrière. Et probablement que le timing de ce dosage, une fois qu'on est sur le plateau, est moins important, si ce n'est de pouvoir nous laisser le temps d'ajuster ce traitement de la phase lutéale. Parfait. Merci beaucoup. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre temps imparti. Une question à Pietro par rapport au déclenchement agoniste et cette conclusion, en fait, avec cette conclusion qui dit qu'on aurait plus d'ovocytes, surtout des ovocytes matures avec un déclenchement agoniste. Donc, on pose la question par rapport à la réceptivité endométriale, qui là, on sait aussi, ça peut être une problématique en cas de déclenchement agoniste. Est-ce que dans ce cas-là, vous, j'imagine que la question était vous, dans votre pratique, vous préconisez toujours un frisol, un transfert d'embryon pour un transfert ultérieur, en cas de déclenchement par agoniste? Non, c'est une bonne question. D'ailleurs, ce qui était reproché à la seule méta-analyse qui existe à l'heure actuelle sur le sujet, qui date de 2014, la méta-analyse de la Cochrane, c'est d'avoir fait la première comparaison HG versus DK et d'avoir délivré comme message qu'après déclenchement à l'agoniste, il y a moins de naissances. Et effectivement, tous les gens qui avaient commencé à faire la promotion du déclenchement à l'agoniste, ils ont dit c'est n'importe quoi, cette méta-analyse est pourrie, on ne peut pas dire ça, parce que les études qui ont été incluses n'ont pas tenu compte d'un besoin de soutien lutéal spécifique quand on déclenche à l'agonie. Qui fait que les gens ont appris que quand on déclenche à l'agoniste et qu'on fait un transfert frais, il faut faire un soutien lutéal spécifique, soit en donnant des fortes doses d'estrogène et de la progestérone, soit en donnant de l'HCG à petite dose. Et ce qu'on voit, c'est que 5 ans après, 6 ans après, dans notre méta-analyse, il n'y a plus d'effet négatif du déclenchement des cas dans les transferts frais en matière de naissance, sous réserve d'avoir fait un bon soutien de la phase lutéale. Et donc, on a étudié aussi l'impact des différents modes utilisés pour le soutien de la phase lutéale, dans des analyses en sous-groupe, mais on ne trouve pas vraiment d'avantage d'un type de soutien HCG ou supplémentation estrogène-progestérone de l'un par rapport à l'autre. Qui fait que nous, on fait beaucoup de déclenchements à l'agoniste. Le message fort, c'est que ça fonctionne et qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il ne faut pas donner du déclenchement à l'agoniste parce qu'il y a des mauvais rendements, ça ne marche pas, etc. Dans les études de randomie, ça marche peut-être même mieux que l'HCG. Donc, ça fonctionne, c'est un bon moyen. Et puis, par contre, c'est vrai que si on déclenche à l'agoniste, soit on fait un frisol, on ne s'occupe pas de l'endomètre, soit il faut s'occuper de l'endomètre, et donc soit un double déclenchement, soit des doses d'estrogène et de progestérone plus élevées. Voilà, ça c'est... Et le déclenchement à l'agoniste fonctionne bien et donne un nombre d'ovocytes peut-être supérieur à celui de l'HCG. Parfait, merci beaucoup Pietro. On arrive à la fin de notre temps pour cette webconférence, très très intéressant. Donc 4 belles études, 4 conclusions qui nous font réfléchir et qui nous donnent des pistes pour la pratique en AMP. Un grand merci de ma part et de toute l'équipe Gédéon Richter à vous tous qui nous avez fait confiance et qui ont embarqué dans cette belle aventure qui est Fusion. Comme j'ai dit, nous avons déjà eu la première vague avec 3 groupes et 3 articles publiés dans des revues internationales. Là, nous avons 4 groupes
avec deuxième vague, 4 groupes avec 4 articles qui sont en cours de soumission ou en cours d'être rédigés. Et on va voir pour la troisième vague, il en aura, contrairement à la Covid, on n'espère pas, mais pour nous, pour Fusion, on aura une troisième vague et on y travaille déjà. Un grand merci à tous, à vous et aux autres orateurs qui nous ont rejoints lors des 3 précédentes conférences Focus Femmes Fertilité. Comme je disais, malheureusement, nous n'avons pas pu nous rencontrer et nous voir en face-face. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais notre souhait, nous, chez Gédéon, était de continuer à être présents à vos côtés, continuer à passer des messages pour l'amélioration de pratiques en AMP et continuer à partager, à apprendre des choses intéressantes. Je vous souhaite un très bel après-midi. Tous les webinaires seront disponibles en replay et tous les participants vont recevoir les liens pour les replays, mais sinon ils sont sur le site gédéonservice.fr. Je vous souhaite un très très bel après-midi. Je vous dis à bientôt, on espère bien. Tout ça va passer. On va pouvoir à nouveau se rencontrer et organiser de belles et très intéressantes journées tous ensemble. Au revoir.